Avant de passer à une session d'échange avec la salle, on va avoir le plaisir de réécouter le professeur Paquet qui va peut-être tenter une synthèse des ingrédients optimaux pour ce parcours de prise en soin après le diagnostic. C'est ça, c'est une synthèse parce que c'est une durée plus courte. Je représente mes liens d'intérêt. Juste, j'ai rappelé les critères diagnostiques qui ont été rappelés par ma collègue ce matin. C'est juste pour vous dire que, en fait, cette prise en charge du patient va prendre en charge et ce parcours du patient va couvrir tous ces symptômes et doit couvrir tous ces symptômes et probablement qu'il en manque puisqu'il y a certainement des symptômes de la maladie à corps de Lévy qu'on ne connaît pas encore. Donc les éléments essentiels du parcours de soins, à mon avis, la première chose, puisqu'il y a beaucoup d'attentes comme dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif. Alors c'est un peu sec et pessimiste de le dire comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement, ça ne veut pas dire que la prise en charge ne sert à rien. On entend trop souvent, il n'y a pas de traitement, donc ça sert à rien. Je suis désolée, mais une maladie ne se réduit pas à un comprimé ou à une perfusion. Et donc il y a des traitements qui ne sont pas des traitements curatifs, comme 90% de la médecine. Il y a très peu de traitements curatifs. Il y a la chirurgie orthopédique, il y a certains cancers, et puis il y a les infections avec les antibiotiques. Le reste, on ne guérit pas, on permet de soulager des symptômes ou de ralentir l'évolution d'une maladie. Et la prise en charge est nécessaire, vous l'avez vu, pour que le patient comprenne sa pathologie, son entourage, soulager les symptômes, permettre une meilleure qualité de vie et un ralentissement de l'évolution. Donc voilà les objectifs du parcours de soins. Donc c'est un diagnostic précoce et précis parce que plus les symptômes vont être légers et plus on va pouvoir les soulager et plus on va ralentir très probablement l'évolution même si on ne l'a pas encore montré. C'est une prise en charge symptomatique ciblée médicamenteuse et vous l'avez entendu, non médicamenteuse, tout ne se réduit pas aux médicaments. Et puis il faut penser à la iatrogénie, c'est-à-dire l'effet de notre prise en charge. Et là, il n'y a pas que les médicaments qui ont des effets secondaires. Il faut bien l'avoir en tête. En fait, on entend beaucoup, c'est quoi les effets secondaires de ce comprimé? Mais tout a des effets secondaires. La maladie a des effets secondaires, la kiné a des effets secondaires, l'ergothérapie peut avoir des effets secondaires. Donc, il faut qu'on soit très vigilant à notre iatrogénie. Et puis, bien sûr, le soutien et l'information aux aidants et la coordination multidisciplinaire. Je pense que depuis ce matin, on a montré qu'il y avait une approche multidisciplinaire et, si possible, mais on en parlera tout à l'heure, une continuité des soins. Donc en fait, j'ai voulu simplifier le parcours de soins. Vous avez entendu, il est compliqué, il y a beaucoup de symptômes, beaucoup d'intervenants. Dès qu'on dit multidisciplinaire, on a un espèce de labyrinthe dans la tête. On l'a vu avec nos collègues, il y a une foultitude d'informations. J'oserais dire que rien n'est coordonné puisque vous avez 1000 sites avec 1000 informations différentes. À chaque plan maladie neurodégénérative, vous avez son site qui n'est plus valable mais qui n'a pas été supprimé. Les ARS ne travaillent pas de la même façon. C'est plus qu'un millefeuille. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'un millefeuille qui finalement est assez organisé. Donc j'ai voulu simplifier en 3 étapes. Identification, orientation, un diagnostic, et vous allez le voir, qui doit être à 3 niveaux, je vous expliquerai ce que c'est, et la prise en charge. L'identification et l'orientation, on l'a vu, la place cruciale du médecin traitant. Tous les médecins traitants ne sont pas comme notre collègue qu'on a vu ce matin, qui fait des MoCA, des MMS. Moi, je n'en revenais pas, puisque le MMS et le MoCA, ça prend du temps. Et j'ai entendu dire que c'était pas un bon test pour la maladie à corps de Lévy, mais c'est le meilleur test disponible en un temps court et qui a été validé dans différentes langues, dans différentes ethnies, etc. Donc pour moi, ce sont des tests qui sont très valables et on est tellement content quand le médecin traitant le fait. C'est très rare en fait. Ça nécessite effectivement une consultation longue avec le médecin traitant qui existe. Bon, il faut savoir qu'ils ont de multitudes de contraintes des autres pathologies également et qu'on ne peut pas juste dire ils ne s'y intéressent pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et avec mon collègue Julien Dimurger, comme on avait remarqué que le MMS et la MoCA, ça prenait du temps et que c'était compliqué pour les médecins traitants, on a créé une application gratuite que vous pouvez télécharger pour tous les neurologues de ville, tous les gériatres, tous les médecins traitants, tous ceux qui n'ont pas le temps pour le screening, qui s'appelle MemScreen et qu'on a validé sur 2000 personnes en population générale. Il y a très peu de tests qui sont aussi validés que ça et on a publié la validation et pour dépister des troubles de la mémoire, il est meilleur que le MMS et un autre test qui s'appelle le TMTA. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de variabilité de passation puisque c'est automatisé. Et donc, c'est pas en fonction de si on est fatigué, si on prend plus de temps, etc.
Donc voilà, cette consultation longue est nécessaire. Bien sûr, une préparation à la consultation, ça je pense qu'on ne le dit pas assez. Quand vous venez et quand on va, puisqu'on est nous-mêmes patients en consultation, on ne prépare pas assez. D'ailleurs, le mot patient a un terme un peu passif dans notre langue. Il faut être actif de sa consultation et pouvoir rapporter les symptômes, même ceux qui ne nous sont pas demandés, même si on considère parfois que ça n'a rien à voir. Eh bien, il faut le dire. Par exemple, souvent, les gens considèrent que le trouble du sommeil n'a rien à voir avec la mémoire. Donc, c'est, je dirais, une étape cruciale, mais ce n'est pas une étape facile parce qu'elle dépend beaucoup du patient et de son environnement et des symptômes. Est-ce que les symptômes sont dits? Est-ce qu'ils sont remarqués? Ensuite, culturellement, moi je vois beaucoup de patients africains pour une autre raison, mais qui viennent d'Afrique, et eux ils considèrent que 40 ans c'est vieux, et donc si à 60 ans on a des troubles, c'est bien normal. Donc il y a cette question du vieillissement normal, parfois on se dit non mais il prend de l'âge. Donc ça dépend de beaucoup de choses, et puis ça dépend de la sensibilité, de la formation du médecin traitant. L'étape 2, c'est quand on arrive à une consultation spécialisée, même s'il y a une variabilité, c'est quand même plus homogène que la pratique des médecins traitants qui ont une population extrêmement différente avec des pathologies tellement différentes. Et donc quand on dit en 3 niveaux, le niveau 1, c'est est-ce qu'il y a véritablement des symptômes ou pas? Ça n'est pas toujours le cas. Le niveau 2, c'est quel est le profil de ces symptômes. Vous l'avez entendu, il peut y avoir des troubles de langage, il peut y avoir des troubles de la mémoire, il peut y avoir des symptômes moteurs, il peut y avoir de la dysautonomie, il peut y avoir tout ça en même temps. Donc c'est le profil. Et 3, quelle est la cause de tout ça? Ça n'est pas toujours une maladie d'Alzheimer, ça n'est pas toujours une maladie d'accord de Lévy, on l'a vu, ça n'est pas toujours une maladie de Parkinson. Donc le plus souvent, on va avoir accès aux examens complémentaires avec un bilan biologique, puisque certaines pathologies, certaines anomalies biologiques peuvent donner des troubles de la mémoire. Une IRM le plus souvent qui parfois est demandée par le médecin traitant. C'est mieux qu'un scanner parce qu'on y voit plus de choses, et parfois recours à la médecine nucléaire, TEP-DOPA, DaTscan, TEP-FDG, qui ne fait pas le diagnostic. On entend trop souvent, c'est le DaTscan qui a fait le diagnostic. Non, c'est le DaTscan dans un contexte clinique qui fait le diagnostic. Et puis, dans les centres plus spécialisés, on peut proposer la ponction lombaire pour confirmer qu'il y a bien de l'alpha-synucléine, plus ou moins une copathologie avec une maladie d'Alzheimer, l'électroencéphalogramme, la polysomnographie pour explorer les troubles du sommeil, et puis bien sûr l'accès à la recherche clinique qui dans cette maladie est encore trop timide. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'investissements pour l'instant des industriels pharmaceutiques parce que la maladie est peu connue et parce qu'il y a encore peu de protocoles, même si ça va beaucoup mieux. Ça n'est pas passé. Voilà. Et l'ingrédient de l'étape 3, je pense qu'on l'a vu là, c'est une prise en charge multidisciplinaire. On vient d'entendre tous les acteurs quasiment. Donc médical évidemment, c'est conjointement médecin généraliste et spécialiste, et parfois psychiatre en plus ou seul avec le médecin généraliste. Paramédical, évidemment, on a parlé des aides-soignantes ce matin, kinés, orthophonistes, infirmières, psychologues, les associations, et vous avez la chance d'avoir une association très présente, très active, qui fait beaucoup de formations. Tout ce qui est psychosocial, équipe mobile, assistante sociale. Alors, assistante sociale, souvent, on n'a que 20% parce que c'est très difficile à recruter, les assistantes sociales. Le programme d'éducation thérapeutique dont on vient parler et l'équipe de soins palliatifs dont on parlera cet après-midi. Et puis, bien sûr, on en parle moins souvent, mais on en parlera quand même aujourd'hui, l'accès aux structures, aux missions d'accompagnement, baluchonnage, je vous en parlerai cet après-midi, des vacances de répit, il y a même des croisières de répit. Donc, tout ça doit être fait parallèlement et je dirais conjointement. Donc c'est un véritable arsenal de la prise en charge pour permettre l'accompagnement. Donc en fait, si on veut simplifier les choses, il faut se dire qu'il y a 3 étapes. Donc ça fait peu d'étapes, mais ce sont des étapes cruciales qui ont chacune leurs difficultés. L'identification, il y a une difficulté de la part du patient et de l'entourage et aussi du médecin traitant. Le diagnostic, il y a une difficulté parce que parfois on n'a pas toujours le diagnostic à 3 niveaux, on a juste il a des troubles cognitifs ou il a des troubles moteurs. Et puis la prise en charge, parfois c'est difficile de trouver les acteurs parce que ça n'est pas un millefeuille, c'est un labyrinthe. Donc c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il faut diagnostiquer la maladie et pas seulement les symptômes. Il ne faut pas juste dire il a des troubles moteurs et donner un médicament. Il faut vraiment essayer, et pas quand la maladie est trop précoce parce que ce n'est pas toujours possible, de poser un diagnostic. Prendre en charge tous les symptômes avec un bon rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire si le symptôme est plus léger, on risque d'avoir plus d'effets secondaires du médicament que de bénéfices.
Donc, il ne faut pas traiter les symptômes trop légers, comme les hallucinations. Si elles ne sont pas gênantes, ça ne sert à rien de donner les effets secondaires des traitements qui vont lutter contre les hallucinations pour avoir une efficacité finalement peu importante. Et puis, bien sûr, le développement et l'implication à la recherche clinique, qui sera le seul moyen d'avoir des nouveaux traitements. Et je vous remercie de votre attention. Merci.